Avec jusqu'à 20h accompagné d'Hélène Roé. Bonsoir. Bonsoir Pierre. Journaliste politique au JDD. Bonsoir à Victor Hérault. Bonsoir Pierre. Journaliste politique à Valeurs Actuelles. Bonsoir monsieur le sénateur. Bonsoir. Invité d'Europe un soir, le sénateur LR Stéphane Le Rudulier, sénateur LR des Bouches-du-Rhône. Votre proposition de loi sur la préservation des traditions immémoriales que vous avez présentée en 2023. Déjà, vous aviez alerté sur ces traditions françaises. On va y revenir dans un instant. Je voudrais d'abord qu'on écoute Aurore Bergé, ministre de la lutte contre les discriminations et de l'égalité femmes-hommes. Elle était l'invitée du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos hier. L'actualité sur ce Noël bashing, 1er décembre, avec des polémiques, notamment à Amiens, une crèche vandalisée, des manifestations à Béziers, à Bruxelles, chez nos amis belges, une vierge, je le disais, sans visage, et des manifestations pro-Gaza, et à Asnières-sur-Seine, le maire qui hésite maintenant à installer une crèche dans l'hôtel de ville. Le gouvernement défend Noël par l'intermédiaire d'Aurore Bergé. On l'écoute. En tout cas, moi, je continuerai à souhaiter un joyeux Noël, à la fois à ma fille, mais au-delà aux Français, parce que je crois que c'est une part d'identité. Et vous savez à quel point je suis attachée à la laïcité, aux valeurs républicaines. Je considère que la foi, c'est du registre de l'intime et qu'on n'a pas à l'exposer. En tout cas, moi, ça a toujours été ma ligne en tant que responsable politique, parce que je considère que ça fait partie de moi, mais que ça n'a pas à être exposé à l'extérieur. En revanche, qui fait partie de notre identité, de notre culture, moi je préfère le revendiquer et j'assume de le revendiquer. Ma parole d'Aurore Bergé, la ministre, hier au grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos, qui représentait donc le gouvernement hier sur nos antennes. Stéphane Le Rudulier, je le disais, en 2023, vous aviez alerté avec cette proposition de loi, et alors vous disiez à la fin de cette PPL, comme on l'appelle, la proposition de loi, que l'article de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État prévoyait plusieurs choses, mais qu'il était complété en ajoutant des cas d'exception, et notamment justement ces traditions immémorielles de la France. Oui, absolument, parce que, comme l'a dit Aurore Bergé, en fait, c'est pas des signes de religion. On n'est pas en train de faire du prosélytisme. Quand un maire installe une crèche dans le hall de sa mairie, il ne demande pas à l'ensemble de ses administrés d'adhérer aux valeurs du catholicisme. C'est pas ça du tout. C'est véritablement une dimension culturelle, une dimension d'identité, depuis Clovis jusqu'à nos jours. Donc à partir de ce moment-là, quand depuis une dizaine d'années, certains wokistes, les destructeurs de notre identité, veulent mettre à bas toutes nos traditions culturelles et non culturelles pour avoir un homme nouveau, un homme sans racines, sans boussole, déconstruit, propice d'ailleurs à toutes les tentations totalitaires derrière, puisque sans mémoire également. Quand la place est vacante, c'est le... Bien sûr, je trouve la ça... place est vide, et dans ce cas-là, on peut avoir un dictateur. Absolument, et je trouve ça extrêmement dangereux pour notre pays, mais on le voit bien, pour l'Europe entière. Ça dépasse maintenant le cadre national. Le maire d'Asnières, monsieur Echliman, parlait d'un détournement du principe de laïcité. Oui, parce que la laïcité, ce n'est pas l'abolition de l'ensemble des religions, bien au contraire. C'est de se dire que la foi ne doit pas être supérieure à la loi, mais en tout état de cause, protéger aussi la liberté de conscience. Et parallèlement... Vous dites ça en même temps qu'un sondage IFOP montre que 57% des jeunes musulmans de 15 à 24 ans estiment que les lois de l'islam passent avant les lois de la République. Absolument, et c'est d'ailleurs pour ça que le Sénat avait voté en 2024 une révision constitutionnelle sur l'article 1, où en fait on redéfinissait le principe de laïcité, où on disait que nul ne peut s'exonérer de la règle commune, donc de la loi, par rapport à sa foi. C'était clairement dit dans l'article 1er. Et je pense que c'est les deux pans, en fait, entre la modification de la loi de 1905 et la révision de la Constitution pour affirmer une bonne fois pour toutes que la foi ne peut pas être supérieure à la loi, sont essentiels au devenir de notre société. Victor Hérault. Monsieur le sénateur, j'aimerais qu'on mette les pieds dans le plat. Il y a quelques jours, je discutais avec un ami, on débattait de cela, de l'existence des crèches. Il me disait, comment voulez-vous qu'on lutte contre les prières de rue musulmanes, par exemple, et qu'on autorise les crèches dans les mairies ou dans la rue, ou alors des prières catholiques dans la rue. Et me vient la question, est-ce qu'on a raison en France, sous couvert de laïcité, de mettre sur le même plan
deux religions qui ont des rites qui n'ont absolument rien à voir, des fondements qui n'ont absolument rien à voir, et des logiques et des raisons d'être qui n'ont absolument rien à voir, et accessoirement une qui est historiquement installée sur notre territoire. Stéphane Le Rudulier. Mais les prières de rue, c'est bel et bien l'expression de sa foi. Oui. Et c'est là où je m'inscris en faux. Une crèche, je vois notamment en Provence, c'est la promotion des santons, de l'artisanat, c'est la promotion de notre culture et non pas du culte. Moi, je connais plein d'enfants, même de confession musulmane, qui sont très heureux quand ils découvrent. Vous voulez dire qu'on pourrait crèche. mettre au même plan une prière de rue musulmane et une messe en plein air ou en pleine rue? Oui, mais enfin, jusqu'à preuve du contraire, la messe en pleine rue, on a des églises, là aussi ça fait partie de notre patrimoine qu'il faut sauvegarder, et ça fait partie de notre histoire, encore une fois. Moi, je crois qu'on se cache là derrière le concept de laïcité. Est-ce qu'une crèche, par exemple, où on l'enlèverait Marie, Joseph et le petit Jésus, et qu'on mettrait simplement des animaux et des personnages lambda, serait une crèche acceptable? Je veux dire, là, ça n'est plus une crèche à mes yeux. Non, et pourtant, parce que... c'est la symbolique, le fondement de notre religion qui est enlevé si on fait ça. Voilà, donc il faut... La foi est présente dans la crèche. La foi, elle est présente dans la crèche, mais c'est notre histoire qui est présente dans la crèche. D'où ma question, Avant est-ce tout. qu'on peut mettre sur le même plan une religion d'importation récente et la religion historique de la France? En tout cas... On parlait de Clovis, c'est vrai que c'est un peu moins récent que... c'est 500, 600 après Jésus-Christ. Que l'immigration dont on parle. C'est clair, mais ça veut dire qu'on a une histoire avec le christianisme qui ne date pas d'hier, effectivement, et la religion musulmane, effectivement, elle a été importée avec l'immigration, et c'est aussi à elle de s'adapter à nos règles et à nos lois. Oui, Hélène Rouet. Alors, monsieur le sénateur, il y a eu une crèche récemment installée donc à Bruxelles, en Belgique, où les personnages de cette crèche donc étaient représentés sans visage. Est-ce que selon vous, c'est quelque chose qui est possible dans notre pays? Est-ce que ça pourrait arriver en France, une telle décision? Surtout qu'on sait là-bas, à Bruxelles, que les chrétiens donc, ont complètement accepté cette crèche. Ça a été fait avec la cathédrale de Bruxelles. Oui, mais c'est le risque que se propagent en France ces visions-là. Et quand on parle d'enlever les visages, on parle bien de l'effacement. Oui, c'est ça. De Clairement. quoi est-elle le nom, cette crèche? Pardon ? De quoi est-elle le nom, cette crèche, effectivement, sans visage à Bruxelles? En fait, c'est d'imposer, de détourner en fait la fonction première d'une crèche en disant vous inquiétez pas, on ne met pas de visage, on ne peut pas vous identifier telle ou telle personne, et donc ça rassure tout le monde et on fait soi-disant mieux vivre ensemble tout le monde, ce qui est totalement faux. Et selon vous, il n'y a pas un rapport avec l'islam? Florence Bergeau-Blaclair, elle disait que cette crèche était charia compatible. Oui, enfin... Oui, parce qu'il y a une religion qui est dans l'iconographie, c'est la religion catholique, la parce religion que précisément, chrétienne. Allah crée, et donc il y a seulement Allah qui crée, et donc ça veut dire que les humains ne sont pas censés représenter d'autres humains. Oui, mais si vous voulez, en fait, on détourne, parce que là, on est vraiment basé sur la foi. On parle librement et on analyse quand même les faits. C'est extrêmement grave ce qui se passe. Mais c'est très grave. Mais en fait, si on prend uniquement sous l'angle de la foi, effectivement, on arrive à ces dérives-là. Si on se dit que c'est du patrimoine culturel, avant d'être cultuel, chacun y verra ce qu'il veut, s'il croit ou pas. Mais en tout état de cause, ça fait partie de notre culture. Et à partir de là, on ne renonce pas à notre culture, on n'efface pas notre culture, on ne modifie pas non plus l'interprétation de notre histoire. Je voudrais qu'on écoute François-Xavier Bellamy sur nos antennes ce matin sur ce sujet. Je crois qu'aujourd'hui, nous devons sauver Noël parce que c'est précisément la clé pour rappeler justement cette référence commune qui fait que par notre héritage, et notamment par cet héritage chrétien, par cette tradition judéo-chrétienne, nous sommes le continent de la liberté de conscience. Défendre Noël, ça n'est pas pour les chrétiens, c'est pour toute notre société et c'est pour tout notre pays. Défendre aujourd'hui ce qui fait l'identité de nos pays, c'est défendre la condition pour pouvoir lutter contre les pressions islamistes qui s'exercent sur la société. En fait, ce que dit François-Xavier Bellamy est tout à fait de bon sens. Vous avez cité Clovis, on pourrait citer Philippe le Bel, on pourrait citer... Vous avez commencé par Clovis parce que c'est juste après la chute de Rome et ça a été le premier à mener l'Empire des Francs. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a des atermoiements, il y a une sorte de pudeur à défendre cet héritage que vous essayez, vous, à travers votre proposition de loi qui, je le rappelle, date de 2023, c'était quand même il y a 2 ans déjà. Absolument. Et comment est-ce que vous comprenez ces pudeurs, ce frein, ces atermoiements, cette espèce de zone d'ombre où on n'arrive pas quand même à dire les choses? Qu'est-ce qu'il y a de si terrible à dire, voilà, écoutez, on est un pays d'une tradition chrétienne et on n'a absolument pas à s'en
Je pense que certains à s'en cacher. Certains conceptualisent le fait que si on efface notre histoire, on arrivera mieux à intégrer des personnes qui n'ont pas en héritage notre histoire. Et ça, c'est une erreur fondamentale. Mais vous voyez ce qui monumentale. Vous voyez, intégration, assimilation. Non, mais vous voyez, quand je vous écoute, Stéphane Le Rudulier, on va y revenir après la pause parce que malheureusement elle arrive déjà, mais ce qu'il y a de dingue, j'allais dire, c'est complètement fou en fait, c'est que vous dites quelque chose, ça vous semble évident ce que vous dites. Vous dites c'est évident, on est dans l'évidence et on est obligé d'expliquer l'évidence. On y revient dans un instant sur Europe 1, tout de suite. Toujours avec Hélène Rouet du JDD, Victor Hérault, journaliste à Valeurs Actuelles, et Stéphane Le Rudulier, sénateur LR des Bouches-du-Rhône. Votre proposition de loi qui a été présentée en avril 2023, elle est devenue quoi ? Mais pour l'instant, elle est toujours sur le bureau ça fait long, là, du Sénat, mais je pense qu'il va falloir, à mon sens, d'urgence, reprendre l'examen de cette Mais comment cette ça marche, pardonnez-moi ? Mais c'est la conférence des présidents, en fait, qui décide de l'ordre du jour de l'Assemblée, du Sénat en l'occurrence, mais de l'hémicycle. Et à partir de là, c'est des priorités qui sont données en fonction de l'actualité. Donc là, votre proposition de loi, elle est un peu prioritaire, non, en ce moment ? Je l'espère, j'espère qu'elle sera... Et comment vous faites pour l'appuyer ? Déjà, quand on regarde le nombre de co-signataires, c'est une proposition de loi qui a remporté un succès auprès de mes collègues assez incroyable, puisqu'on est plus de 50 à avoir signé cette proposition de loi. Et ça veut dire qu'il y a quand même une large majorité de l'hémicycle qui serait favorable à ce qu'on la vote et ce qu'on l'adopte très rapidement. Alors en tout cas, de manière corollaire ou connexe, le gouvernement est divisé sur la question de l'interdiction du voile pour les jeunes mineurs. Écoutez, Aurore Bergé, une nouvelle fois, la ministre déléguée à la lutte contre les discriminations, hier au grand rendez-vous. Quand j'ai porté la proposition, depuis plusieurs années déjà, sur la question du voilement des petites filles, je me souviens quand même des attaques que je recevais. Je vois qu'aujourd'hui, il y a un peu plus de consensus politique sur ce sujet. Tant mieux, ça veut dire qu'il y aura sans doute une majorité à l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs propositions de loi qui ont été déposées. Allons-y, faisons-le, pas dans une logique d'offense de je ne sais qui ou de stigmatisation, juste de reconnaissance qu'il y a un sujet spécifique qui mérite qu'on ait une attention spécifique. Et le même jour, Laurent Nunez, chez nos confrères de BFM TV, le ministre de l'Intérieur. Toute mesure qui serait décidée de manière générale me semble pas forcément très efficace. Il faut plutôt essayer de s'attaquer à ces structures, à ces individus qui disent à ces jeunes filles qu'elles doivent avoir le droit d'aller voiler à l'école et qu'il faut se battre pour se faire et que sinon il faut refuser d'aller à l'école. C'est ces gens-là qu'il faut atteindre. Ce sont ces gens-là qu'il faut atteindre. Donc elle n'est pas forcément efficace et utile. Et deuxièmement, je pense qu'elle est très stigmatisante vis-à-vis de nos compatriotes musulmans qui peuvent se sentir blessés par ce type de proposition. Voilà. Alors, plus que jamais, Sophie Primas, que vous connaissez, bien sûr, qui a été porte-parole du gouvernement précédent, disait qu'à l'époque, que c'était un gouvernement d'assemblage, pour prendre une métaphore vinicole. Là, en l'occurrence, c'est plus un assemblage, parce qu'on a la Corona d'un côté et le Coca-Cola de l'autre. Oui, c'est une cacophonie gouvernementale qui est bien regrettable. On a l'impression que le macronisme n'en finira jamais, ce fameux en même temps. Il y en a qui sont opposés, puis d'autres non. Alors tout compte fait, on fait un peu d'eau tiède et on ne fait rien. C'est l'immobilisme. Et l'inaction dans ce domaine-là, elle va être mortifère pour notre société. Et c'est tellement criant. On veut nous interdire les crèches. Et dans le même temps, on a mis à l'intérieur, en tout cas, on fait le voile. Non, attendez, c'est discriminant. Pour les mineurs. C'est la foi. Pour les moins de 16 ans. Pour les moins de 16 ans. Mais c'est une foi, il faut respecter. Faut respecter. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Et c'est ça qui est très dangereux. Victor Hérault. Parce que je regrette toujours, mais Pierre, c'est pas la première fois que vous m'entendrez dire ça, ces gens ne comprennent pas l'islam. Ils ne comprennent pas ce que signifie le voile. Le voile, c'est trois choses. Un, ça marque l'indisponibilité sexuelle. Pour des enfants de moins de 16 ans, je vous laisse imaginer, dans le Coran, c'est Omar qui voile les femmes de Mahomet pour signifier qu'elles ne sont pas disponibles sexuellement pour le reste des musulmans. Ensuite, le voile, sa deuxième signification, c'est la protection de la femme contre la pulsion de l'homme, qui est considérée en islam comme incontrôlable. C'est l'inverse de notre conception de la pulsion masculine, puisque Camus disait « un homme, ça s'empêche ». Et troisièmement, c'est censé éloigner l'homme
de la femme tentatrice, puisque en islam, ça on ne comprend pas en tant que chrétien ou athée ou juif, en islam le péché se transmet. Donc une femme tentatrice qui serait dévoilée transmettrait son péché par manque de pudeur à l'homme qui l'observe. Donc ça, ce sont 3 composantes qui expliquent la raison d'être du voile. Aucun politique dans ce pays, ou très peu, comprennent ce que signifient les choses en islam, puisqu'ils n'ont jamais ouvert un Coran, et donc on ne peut pas lutter contre un phénomène lorsqu'on ne l'a pas compris. C'est ça qu'on regrette. Comprennent ou ne veulent pas comprendre. Ils ne veulent pas comprendre, mais je pense qu'il y en a certains, c'est même pas par refus, ils ne font pas l'effort. Je pense que la plupart, vous prenez tous les députés, tous les sénateurs, il doit y en avoir peut-être 10 qui ont ouvert les premières pages d'un Coran. Il faut que vous rajoutiez à cela la peur des émeutes, la peur des soulèvements. La soumission, tout simplement. Bon, voilà. Oui. Mais c'est vrai, pour rebondir sur ce que vient de dire Victor, Monsieur Laurent Nunez, donc le ministre de l'Intérieur, il utilise cette phrase, il y a des compatriotes qui peuvent se sentir blessés. Mais donc blessés, parce qu'aujourd'hui, on va interdire le voile qui sexualise par définition des petites filles. Je veux dire, il faut quand même faire très attention à ce qu'on dit. Et par ailleurs, moi, il y a une chose, effectivement, j'aimerais bien, là, on regarde, il y a une cacophonie totale dans le gouvernement. Et donc, c'est quoi la ligne du gouvernement ? Moi, j'aimerais bien que Sébastien Lecornu, effectivement, il sorte sur cette question. On est dans la ligne Aurore Berger ou on est dans la ligne Laurent Nunez ? Parce que moi, en tant que citoyenne, j'ai envie de savoir ce que pense mon gouvernement sur précisément cette question du voile. Monsieur le sénateur. Ah mais je ne peux que partager ce qui vient d'être dit. Est-ce que vous avez le sentiment que la classe politique comprend les 3 religions sur le même plan ? Non. Alors, dans la classe politique, il y a plusieurs enjeux. Il y a l'extrême gauche, qui joue manifestement aux déconstructeurs, ils sont très wokistes et poussent par vote communautaire, par vote purement électoral, poussent en fait la religion musulmane en fait vers la République. C'est-à-dire c'est la République à adapter nos lois en fonction des rites. Oui, mais sachant que dans la communauté musulmane, il y a effectivement une partie, et vous l'avez dit, et les chiffres de l'IFOP le disent, mais il y a une autre partie aussi qui s'intègre parfaitement avec les lois françaises et qui dit, non, moi je n'ai pas du tout intérêt à voiler ma fille. Je veux dire, c'est là tout le problème. Mais je suis entièrement d'accord avec vous. D'où en fait la responsabilité énorme qui pèse sur la France insoumise. À force de... Mais est-ce qu'on le dit assez ? Est-ce qu'on le dit pas assez ? Et qu'est-ce qu'on peut faire ? Est-ce qu'on part du principe qu'on est dans une démocratie représentative et dès lors que certaines personnes ont été élues, elles parlent et elles s'expriment et chacun fait ce qu'il veut et on juge en fonction et après on met un bulletin dans l'urne ? Ou est-ce qu'on fait autre chose ? Il y a des signalisations, il y a des signalements au titre de l'article 40 en ce moment contre l'un d'eux qui est Paul Vanier parce qu'il a mis carrément une cible dans le dos de certains journalistes et de certains sondeurs parce que derrière justement cette étude de l'IFOP dont je parlais, bon voilà, est-ce qu'il y a des choses qui se font autrement ? On peut, il y a la liberté d'expression, il y a la liberté de penser ce que l'on veut, mais dès lors où ça met en cause notre système politique et notre démocratie, je pense qu'à un moment donné, il faudra prendre des mesures. Et des mesures, elles peuvent être collectives. Alors l'interdiction d'un parti, ça s'est déjà vu dans l'histoire de France, quand on regarde bien. Mais au-delà de ça, l'inéligibilité à vie pour des personnes qui prônent ce genre de méthode, je pense qu'il faudra, à mon avis, s'interroger là-dessus et durcir le temps. L'interdiction d'un parti et pousser à la porte les députés qui représentent ce parti n'enlèvera pas les millions de personnes qui ont voté pour ce parti et qui voteront pour le parti suivant. Oui, mais après, c'est la base électorale aussi qui représente quelque chose. De convaincre aussi ces personnes-là qui se sont peut-être égarées de revenir en fait dans l'arc républicain, parce que aujourd'hui, pour moi, la France insoumise n'est plus dans l'arc républicain. Moi, je maintiens que la République ne comprend pas que le péché se transmet dans cette religion. Elle n'arrive pas à concevoir. Donc ça crée un phénomène communautaire bien plus fort que dans les autres religions, bien plus fort au-delà de ça que la laïcité, que l'athéisme et que la République, qui n'existe pas. Donc on n'arrive pas à comprendre ça, et c'est ça qui crée aussi une forme de communauté dans la communauté. C'est pas un combat contre des personnes, c'est un combat contre un dogme. C'est un dogme. Tout à fait. C'est totalement dogmatique. Hélène Rouet. Alors, monsieur le sénateur, vous venez de dire que selon vous, donc LFI n'est plus dans l'arc républicain. Au risque de poser une question qui arrive souvent sur le débat public, si en 2027, s'il devait y avoir un duel entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen ou Jordan Bardella, une figure du Rassemblement national, pour qui voteriez-vous ? Marine Le Pen ou Jordan Bardella ? Très bien. Voilà, ça a le mérite d'être clair. Ça a le mérite d'être très clair. On peut pas. Si je soutiens qu'ils ne sont plus dans l'arc républicain, je ne pourrais ni m'abstenir ni voter pour eux. D'accord. Parce que vous voteriez contre ?
Absolument. Ouais. D'accord. Comment est-ce que vous regardez le fait que pendant que nous nous parlons ici, sur Europe 1, sur une antenne nationale, au nom du pluralisme, de la liberté d'expression, vous avez un président de la République qui pense à un label d'information avec une autorité indépendante, alors que l'ARCOM existe déjà ? Là encore, c'est totalement irréel. Irréel ce qu'on est en train d'entendre de la part du président de la République. On a l'ARCOM qui existe. On peut aussi discuter du fonctionnement de l'ARCOM et du traitement qu'elle peut avoir en fonction de différents médias. Mais c'est pas parce que elle a débouté RSF sur des prétendus, comment dirais-je, pratiques de CNews. Donc, oui, non, mais on peut. Tout est améliorable, mais de là à dire, c'est à moi de labelliser, clairement, ce qui est considéré par le président de la République comme un média qui donne la bonne information et des médias qui désinformeraient, qui mésinformeraient, je trouve ça très dangereux pour notre démocratie. C'est la liberté de la presse qui est en jeu. C'est-à-dire clairement. que nous sommes en danger, nous, journalistes, Victor, Hélène, Maëlle, on parlait de mettre une cible dans le dos des journalistes, mais il ne l'a pas. C'est quoi, c'est le retour de la Pravda, comme l'écrivait d'ailleurs Étienne Gernel déjà il y a quelques années ? C'est un peu ça, hein. Pravda, c'est la vérité. La vérité, elle doit sortir en fait de la labellisation par l'exécutif, par le président de la République des médias, ce qui est très 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 dangereux. Et je vais vous dire, je pense même qu'en allant plus loin, ça va creuser un fossé entre la partie de la population qui fera une confiance aveugle en les médias qui seront labellisés, qui seront reconnus comme étant d'honnêtes médias qui donnent de bonnes informations, et ceux à la fois qui iront sur des espèces de sites un peu complotistes avec de fausses informations, et les autres qui iront simplement consulter les médias qu'ils consultaient avant mais qui auront été labellisés rouges, et il y aura un fossé entre les gens qui se tourneront uniquement vers les médias qui seront considérés comme non gouvernementaux et les gens qui iront vers les médias comme avec la petite pastille verte du gouvernement. Et ça créera une fracture dans l'information. Les gens n'iront plus du tout consulter les sources de l'autre côté de la barrière, de l'autre côté du label. Exactement. Je pense que Emmanuel Macron est nostalgique de l'ORTF. Où en fait c'est l'exécutif qui validait en fait l'ordre du jour, si j'ose dire, ou en tout cas le fil directeur des journaux de 20 heures. Merci beaucoup Stéphane Le Rudulier d'avoir été avec nous.